Comment couvrir la Russie en pleine guerre d'agression contre un pays voisin? À quoi ressemble le parcours en transsibérien de l'Est à l'Ouest? Et qu'apprend-on dans les cimetières russes? Et aussi lors des rencontres avec des chamans? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tatiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Paul Gogo, journaliste et écrivain, auteur de l'ouvrage Moscou Parano, la Russie de Poutine mise à nu, paru aux éditions du Rocher. Paul Gogo a travaillé sur le terrain russe pendant 9 ans. Bonjour Paul, et tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté de parler au podcast L'Ukraine face à la guerre. Tu étais déjà notre invité après avoir publié ton premier livre, Opération spéciale militaire. Donc c'était il y a quelques années, à peine 2 ans. Et là maintenant, toi qui es journaliste pour plusieurs médias français, journaliste qui a vécu en Ukraine, mais qui a aussi beaucoup couvert la région de Donetsk et Lugansk occupée, et beaucoup de temps vraiment à Moscou et à Russie de manière générale. Là, tu sors ton deuxième livre intitulé Moscou Parano chez les éditions Rocher. En fait, et ce qui est très touchant pour nous les Ukrainiens quand on lit ce livre en français, évidemment, c'est le dédicace. Donc la première chose qu'on apprend, le dédicace à Victoria Roshchina, une journaliste ukrainienne. La question toute simple, pourquoi ce dédicace? Oui, voilà, alors pour moi, c'était déjà parce que, comme tout le monde, je pense, j'ai été choqué par son destin, en fait, qui est vraiment terrible. C'est une jeune femme, accessoirement, plus ou moins de mon âge, donc ça m'a un peu poussé à aussi me reconnaître dans sa façon de travailler. Une jeune femme qui a été arrêtée en territoire occupé, qui a disparu dans une de ces prisons, alors pas secrètes, mais en tout cas, qui agissent hors des lois de la Russie, une prison russe qui agit hors des lois même de la Russie, pour ensuite être torturée, puis finir par mourir dans cette prison. Et puis après, toutes les conditions de rapatriement de son corps étaient jusqu'au bout terribles. Donc je me suis reconnu déjà dans cette jeune femme. Et puis le fait que elle avait compris, alors elle a pris énormément de risques pour ça et elle en a payé d'ailleurs de sa vie, mais elle avait compris qu'il fallait parler des gens du Donbass parce qu'en fait, c'est certainement la partie du conflit la plus, enfin de cette guerre plutôt menée par la Russie, la plus difficile à illustrer, à expliquer. Et pourtant, je pense que si tous les Russes, si tous les Ukrainiens, enfin les Ukrainiens le sont certainement déjà, mais si le monde entier était conscient des horreurs qui se déroulent dans ces territoires, la répression, les assassinats, la quête permanente par le FSB de tous ceux qui pouvaient être militants pour l'Ukraine, journalistes, politiciens, et même parfois des gens qui n'étaient pas vraiment engagés, mais à qui on trouve une raison pour créer des problèmes. Donc ça concerne vraiment des milliers de personnes, cette répression. Et c'est vraiment pour moi, je pense que Victoria Rochina, c'est ce qu'elle voulait illustrer dans ses articles, c'est que l'occupation, c'est pas vivre en paix. Et c'est, je pense, un message très important dans une période où parfois certains, notamment en Occident, peuvent être tentés de dire au pire, on laisse le Donbass, au pire, on laisse les régions du sud de l'Ukraine à la Russie, et puis la guerre s'arrête. Au-delà du fait que la guerre ne s'arrêterait d'ailleurs certainement pas, c'est pas aussi simple que ça, et c'est pas parce qu'il y a plus la guerre qu'il y a la paix en fait dans ces territoires. Oui, évidemment, l'occupation, c'est une autre forme de guerre, comme dit souvent notre prix Nobel de la paix, la vraie Alexandra Matviichuk. Et donc, Roshina était une journaliste extrêmement courageuse de rendre dans les territoires occupés à Energodar, au sud de l'Ukraine. C'est là qu'elle était arrêtée. Elle voulait documenter justement les prisons où on torturait les Ukrainiens. Donc, elle était arrêtée. Et donc, son destin, évidemment, était un des plus tragiques, en fait, durant cette guerre, parce que même après que son corps était rendu, sans les parties, il y avait des parties qui manquaient, justement. Voici, Paul, tu sors ce livre. C'est un livre en quelque sorte d'adieu. Bon,
peut-être c'est un peu radical de le dire, mais c'est un livre très honnête, et très droit et évidemment, tu écris dans ce livre que sans doute il s'agit de dire au revoir, en tout cas d'une manière temporaire à la Russie. Donc c'est un livre qui conclut la longue période de 2017 jusqu'à 2025-6, de ton travail comme journaliste en Russie. Donc ma question à toi, comment, le travail du journaliste a évolué entre 2017 et 2000 fin de 2025. Comment justement, et quelle, étape majeure, peux-tu distinguer dans cette période qui s'avère être longue, c'est 9 ans? Oui, oui, oui et en fait, même au-delà de ces 9 ans, en fait, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, les choses n'ont fait que de se dégrader, de se radicaliser. La répression, s'est développée, heu, mais j'ai vraiment l'impression que, tout ce développement va de plus en plus vite et c'est pour ça que j'ai vraiment là, je quitte la Russie, tu parles d'adieu, je ne sais pas si c'est un adieu, mais certainement parce que, on m'a fait passer le message, depuis Moscou que, bon, on n'avait pas trop apprécié justement que je sorte, ce livre et que je voilà, a priori, je remettrai plus les pieds en Russie. En tout cas, pas avant la mort de Vladimir Poutine. Hem, mais, au-delà de ça, l'idée, c'était vraiment, enfin, ce que je voulais dire, pardon, c'est que ces dernières années, et je pense que l'élément déclencheur, ou en tout cas qui a permis à Vladimir Poutine d'augmenter sa radicalité, c'est le Covid. Ça a eu des effets dans tous les pays du monde. En Russie, l'effet, il a été simple. Ça lui a permis de mettre en place des lois encore plus restrictives sur les questions de manifestation, de liberté d'expression, de liberté de la presse. Ça lui a permis de changer la constitution pour finalement s'autoriser lui-même à rester au pouvoir et donc à ne plus rendre le pouvoir. Et c'est là, à mon avis, l'élément clé de tout ça, parce que je reste vraiment convaincu que s'il a fait ça en 2020, c'est aussi et surtout parce qu'il sentait qu'il y avait une usure du pouvoir qui faisait son travail en Russie. Je suis vraiment convaincu que les Russes en ont un peu ras-le-bol hein, de Vladimir Poutine. C'est juste qu'il y a plein de facteurs qui font qu'il n'y a personne pour se lever, ou en tout cas pas grand monde pour se lever contre Vladimir Poutine. Mais au fond, tout le monde attend un peu de changement. Et je pense que cette réponse au changement, ça a été ça, une radicalité, toujours plus de radicalité, un changement de constitution pour rester au pouvoir. Et puis cette idée, alors je n'oserais pas parler de folie de la part de Vladimir Poutine, mais en tout cas peut-être une vieillesse qui, je pense, a vraiment transformé le président russe. Enfin transformé. Il a toujours été un peu comme ça, mais je pense qu'il vit sincèrement aujourd'hui dans l'idée qu'il a un destin politique qui est quasiment même un destin religieux, en fait, qu'il a presque été envoyé sur Terre pour rendre la Russie grande, pour un peu rendre sa grandeur à l'armée russe, retrouver les territoires perdus de la Russie, selon les mots qu'eux utilisent en Russie. Et donc je pense que c'est vraiment en 2020 qu'on a compris qu'on avait affaire à ce Vladimir Poutine-là. Un Vladimir Poutine qui, par ailleurs, n'avait plus l'intention de discuter avec qui que ce soit, en tout cas en Europe. Et ensuite, évidemment, 2022, pour nous journalistes, a représenté quelque chose de très clair parce que censure militaire, parce que interdiction de l'usage de certains mots, parce qu'on a compris que des sujets devenaient sensibles, qu'évidemment, on n'avait pas vraiment le droit de traiter les questions liées à la guerre. En tout cas, on avait le droit, mais on était empêché de le faire physiquement sur le terrain. Donc, on a compris que c'était plus difficile. C'est aussi la période où on a commencé à avoir des étrangers emprisonnés, euh, en tout cas pour des raisons très politiques qui relèvent de la prise d'otages. Je pense qu'on peut décrire ça comme ça. Un journaliste américain, Evan Gershkovitch. Ensuite, il y a eu Laurent Vinatier, un Français. Et donc, pour nous, ça a tout changé parce qu'on passe d'un travail dans un pays où on se dit qu'on peut finir en prison, qu'on peut justement que le risque maximal, c'est de se faire expulser du pays, à un pays où le risque maximal, c'est de finir en prison. Et c'est plus du tout la même chose. Parce que moi, que la Russie me renvoie en France, tant pis, c'est pas très agréable, mais c'est pas très grave non plus. Mais par contre, passer 2 ans dans une prison russe pour être échangé en plus ensuite contre un criminel russe emprisonné en Europe ou aux États-Unis,
c'est plus du tout la même histoire. Donc ça c'est compliqué. Après avec tout ça, il y a eu plein de règles qui ont été imposées, des règles très bureaucratiques, qui avaient pour objectif principal de nous fatiguer et en fait, de nous faire passer plus de temps à gérer la paperasse qu'à travailler. Et puis, le bout du bout, enfin l'objectif, c'était de nous pousser à quitter le pays tout simplement. Voilà, ce que tu décris très bien dans le dernier chapitre de ton livre, comment tu as voilà, toutes les difficultés d'avoir un visa pour couvrir justement l'actualité russe. Ton livre s'intitule Moscou Parano, mais je trouve ce qui est surtout précieux dans ton livre, c'est que la géographie en fait de ce livre est beaucoup plus large. Tu ne parles pas du tout que de Moscou, tu parles en fait de toute la Russie, tu parles du nord, des régions très peu connues même par les Russes, comme tu l'écris dans ton livre. Tu parles beaucoup de Saint-Pétersbourg, mais tout aussi bien de ce Far East, pardon, Est de la Russie. Tu fais le trans-sibérien à l'inverse, c'est-à-dire en partant de l'Est pour arriver à l'Ouest. Alors raconte-nous un peu comment est-ce que ce pays immense en termes de territoire, comment est-ce qu'il est différent déjà côté humain, côté quotidien, côté attitude politique, et si on traverse ce pays de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que j'ai essayé effectivement de voyager le plus possible dans le pays pour raconter, des choses, qui n'avaient effectivement pas lieu seulement à Moscou et Saint-Pétersbourg. Mais c'est le maximum que j'ai pu faire, quoi, ce qu'on trouve dans ce livre, parce que plus le temps a passé, plus c'était compliqué de voyager et il y a 1000 reportages, 1000 endroits où j'aurais aimé aller et où j'ai pas pu aller. Donc c'est vraiment le maximum. Et c'est pas tant que ça, finalement. Dans une autre période, j'aurais certainement fait un livre beaucoup plus gros que ça. Mais là, j'ai vraiment essayé de faire mon maximum. Ce qui est fascinant, bon, bah, dans la Russie, alors fascinant et pas positivement, hein, on va dire étonnant plutôt, c'est que quand on est à Vladivostok, on a exactement la même propagande qu'à Moscou et elle est acceptée à peu près de la même façon. Ce qui fait que quand je suis arrivé à Vladivostok, moi, j'ai commencé à rencontrer des jeunes qui partaient se battre en Ukraine, ce qui, moi, me paraissait fou parce qu'on était à des milliers de kilomètres de l'Ukraine. Enfin, quand on vit à Vladivostok, on peut même pas dire que l'Ukraine, c'est le pays voisin, en fait. C'est vraiment, Tellement c'est loin. voilà, c'est très, très loin. Et donc, après, derrière, ça amène à des questions, mais comment quelqu'un qui est né à Vladivostok ou en Extrême-Orient de manière générale peut se dire que il va apporter quelque chose à la société ou que c'est dans l'intérêt de son pays, de sa région, de sa famille d'aller se battre en Ukraine. Ça, c'est vraiment un mystère. Heu, bon, pour être honnête, j'y ai qu'à moitié répondu, mais je pense que j'ai au moins une part de la réponse à cette question dans mon livre. C'est que, s sortir des grandes villes de Russie, c'est se rappeler que la Russie est un pays riche avec une population pauvre, et que en fait, c'est un pays de gens qui vivent dans la misère et que quand on leur promet beaucoup d'argent, alors c'est peut-être pas forcément, ça semble peut-être pas toujours énorme vu de France ou d'Europe, ou même peut-être d'Ukraine, je sais pas, mais quand on leur propose, telle somme, pour partir à la guerre, en fait, il faut comprendre que ce sont des sommes que ces gens n'auraient jamais gagnées dans leur vie, et donc la motivation, pour aller se battre, elle se trouve avant tout dans l'argent et en fait, on peut dire ce qu'on veut. Des fois, on parle avec eux, oui, ce sont des patriotes, oui, ils ont envie d'aller défendre la patrie, mais en attendant, ils n'y sont pas allés d'eux-mêmes, ils ont attendu d'être payés pour pouvoir y aller. Donc, c'est quand même une réalité de ce pays. Et ensuite, un dernier petit point, quelque chose qui m'a marqué, alors, j'ai pas beaucoup appuyé dessus, à une autre époque, j'aurais pu, je pense, beaucoup plus parler de ce sujet-là, mais il y a une crainte en Russie, qui est de l'ordre de l'existentiel, c'est la crainte du séparatisme. Et en Russie, il y a beaucoup de peuples différents qui composent ce pays. On soupçonne le Kremlin d'ailleurs d'avoir, comme au temps de Staline, favorisé l'envoi de certaines minorités sur le front, parce que, comme au temps de Staline, les minorités sont vues comme des populations qui peuvent poser problème politiquement, qui peuvent se rebeller un peu plus facilement que le reste de la population. Donc il y a ce soupçon-là, euh, notamment en Bouriatie où j'ai vu ça. Sachant qu'en Bouriatie, ils ont été peut-être envoyés un peu plus que les autres, mais ils y sont aussi eux-mêmes allés plus que les autres parce que justement, les minorités sont maintenues dans la pauvreté au quotidien, donc elles sont de toute façon plus susceptibles
d'avoir à aller à la guerre. Et justement à Bouriatie, à Oulan-Oudé, j'ai rencontré une jeune femme qui, elle, me tenait des discours séparatistes, en fait. Et comme j'ai rencontré à une période en Carélie, des gens qui me disaient, bah, nous, on se verrait plutôt vivre en Finlande qu'en Russie. Donc, il y a ça, c'est une crainte de la Russie qui, à l'origine, n'était pas du tout fondée, à mon avis, mais qui, avec la guerre, les questions économiques, avec toute cette situation très angoissante, ressort, à mon avis, un petit peu dans la population aujourd'hui. Donc ça explique aussi pourquoi le Kremlin a d'autant plus besoin de contrôler sa population, parce que je pense qu'il y a une vraie colère qui existe. Voilà, parce que c'est un empire, il faut bien le dire, et c'est une prison de peuple. Comment faudrait aussi dire que c'est une prison de peuple. Et évidemment, donc il y a cette volonté, voilà, tu dis de menace existentielle, mais au fond, qu'est-ce qui est d'existentiel? Et ça menace pas directement les moscovites, mais c'est justement, ça menace le projet impérial russe, mais pas la survie en tant que telle d'une région de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, cette partie plutôt européenne de la Russie. Ouais, c'est ça en fait, c'est la différence, d'ailleurs majeure entre les Ukrainiens et les Russes, c'est que pour les Ukrainiens, c'est réellement existentiel, quand pour les Russes, c'est certainement existentiel pour Vladimir Poutine, certainement pour ceux qui sont autour de lui, mais en fait, voilà, qu'est-ce que les Russes ont à perdre ou à gagner déjà en soutenant la guerre, et qu'est-ce qu'ils auraient à perdre s'il n'y avait pas la guerre? Franchement, on sait tous très bien qu'il se passerait rien. Mais bon, c'est la vision du pouvoir russe aujourd'hui. Voilà, qui est imposé à la population. Ce Oui. qui est très, très intéressant dans ton livre, Moscou Parano, c'est le ton, en fait. Ce ton ironique, il y a beaucoup de grotesque, il y a beaucoup d'humour noir. L'humour noir est omniprésent, je dirais. Je te cache pas, j'ai jamais autant ri durant les dernières semaines qu'en lisant ce livre. Un rire un peu amer, évidemment, mais c'est vrai que et je me suis posé la question, pourquoi d'ailleurs ce ton pour décrire des situations parfois difficiles à vivre pour toi personnellement, psychologiquement et physiquement parfois dans le grand froid, dans le transsibérien ou ailleurs. Est-ce que tu te posais la question d'où vient cette attitude et ce ton littéraire? Oui, je me la pose parce que, je me suis rendu compte en écrivant le livre que ça fait quelques mois que j'adopte ce ton. J'ai notamment, créé une newsletter, donc toutes les semaines, je parle de Russie dedans, et en fait, ce ton est apparu en écrivant cette newsletter, et c'était pas volontaire, c'était assez naturel, cette façon d'écrire. Je pense clairement que, parce que là, je quitte la Russie aujourd'hui, mais en fait, ça fait déjà un moment que je sais que je vais devoir quitter la Russie, et je pense que ça fait, au moins 2 ans que je suis dans une situation où tout ce que je fais en Russie, c'est dans l'idée que je vais quitter définitivement ce pays, et un peu dans la souffrance parce que tout est très fatigant, c'est énormément de stress, de travailler dans ce pays, de frustration aussi, et donc je pense que le sarcasme, ça permet un peu de prendre du recul sur tout ça, heu, Se protéger de peut-être se aussi. protéger, et pour être honnête, je pense aussi que, comment dire? Je alors, je sais pas comment ça peut être perçu, vu d'Ukraine, et d'ailleurs ton point de vue m'intéresserait là-dessus parce que, en fait, il y a aussi, je pense, l'idée que j'avais peur d'être russophobe, en fait, pour te dire les choses, en écrivant, ce livre, dans le sens où je voulais pas que ce soit juste un livre dans lequel j'allais me moquer des Russes, du début à la fin. L'idée, c'était que je voulais raconter les choses, mais le fait est que les choses sont tellement absurdes dans ce pays, parfois et même souvent, que je peux pas les raconter au premier degré parce que des fois, ça n'a aucun sens. Et donc pour moi, il restait plus que l'humour. Et donc j'ai voulu, je pense, écrire de cette façon-là aussi pour ça. Et je me suis posé beaucoup de questions parce que heu, moi, je suis très content d'être lu par des Ukrainiens, mais je rêverais aussi d'être lu par des Russes. Et j'ai essayé de me mettre à la place de Russes, et je me suis dit: «Est-ce qu'ils vont se dire: "Tiens, un Français qui se fout de la gueule de leur pays"?» Bon, en réalité, ça fait tellement longtemps que je suis en Russie que je pense que je peux me permettre, d'ironiser un peu sur les absurdités, de la Russie, de son pouvoir. Que comme pour beaucoup de gens, il nous reste surtout plus que l'humour pour voir les choses. Et puis bon, voilà, enfin, de l'autre côté, c'est pas parce que j'espère être lu par des Russes un jour que je vais,
écrire pour un public russe, quoi. Il y a un moment, je voulais juste raconter ce que j'avais envie de raconter. Donc voilà un peu, mais je sais pas trop comment j'en suis arrivé à faire autant de sarcasme. Oui et donc et ça continue, hein, que je pense que de toute manière, tu auras une certaine audience, peut-être pas dans les médias, mais plus tard, une certaine audience chez les Russes parce qu'il y a toute cette ça m'a rappelé toute une lignée de la littérature russe, en fait, cette attitude, voilà et ce ton et ces descriptions des situations absurdes. Ça va de Tchekhov jusqu'à Daniel Harms et au-delà, évidemment. Donc ce n'est pas étranger du tout, je pense, à une minorité quand même, mais une minorité russe qui existe et qui lit, justement. Donc, on a parlé de l'humour noir, qui en a plusieurs épisodes dans ton livre, parlant du cimetière, comme tu dis dans ton livre. Voilà, le cimetière, c'est un lieu qui est omniprésent. Il revient à plusieurs reprises dans ton livre, à plusieurs occasions, et notamment au centre de cet intérêt pour les cimetières. On retrouve cet épisode où tu te rends, tu vas expliquer pourquoi, au cimetière où sont enterrés les parents de Vladimir Poutine. Déjà, pourquoi cette idée? Et évidemment, qu'est-ce que tu as découvert là-bas? Oui, alors bon, c'était une idée bizarre, hein, clairement, personne n'avait fait l'effort, chez mes connaissances russes ou chez mes confrères français, d'aller voir cette tombe. Je pense que personne n'y avait pensé parce que finalement c'est qu'une tombe. Heu, bon, je savais que j'allais faire pas mal de sarcasme dans ce livre et comme je vois que Vladimir Poutine, déploie beaucoup d'efforts pour cacher sa vie privée, c'est quand même quelqu'un, dont on ne sait pas combien de femmes il a eu, on ne sait pas combien d'enfants il a, on ne sait pas grand-chose. Mais on sait qu'il n'a eu que 2 parents. Oui, voilà, exactement, exactement. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir à quoi ressemblait la tombe de ses parents. Est-ce qu'il avait construit un monument énorme, voilà, en se disant ça, c'est mes racines, ou est-ce qu'il les cachait? Et bon, j'ai dans un premier temps trouvé en banlieue de Moscou la tombe des arrière-grands-parents de Poutine, vraiment une tombe anodine, presque cachée, à peine entretenue. Enfin, c'était assez étonnant. Et donc je me suis dit: «Bah, je vais aller voir celle de ses parents» et puis, bon, j'en fais une blague dans le livre, mais c'est une réalité. C'était aussi parce que je trouvais ça marrant de voir une tombe, sur laquelle c'était écrit Vladimir Poutine parce que son père s'appelait Vladimir, donc voilà, c'était vraiment un peu bête. Donc tu as anticipé un peu. Oui, voilà, parce que je me suis dit: «On attend de voir cette scène-là arriver et ça ne vient pas, donc on va au moins les rassurer en allant voir cette tombe-là». Et ce qui est marrant, c'est que j'y suis allé en train. Donc, ses parents sont enterrés à Saint-Pétersbourg et j'ai rencontré une fille dans le train et je lui ai dit ce que j'allais faire. Elle m'a dit: «Ah beh, j'ai rien à faire ce matin, j'aurais jamais pensé aller voir cette tombe, moi ça me dit bien par curiosité d'aller la voir». Et quand on est arrivé au cimetière, déjà on la trouvait pas la tombe, et on a demandé à une guide touristique, parce qu'il y a des gens qui visitent ce grand cimetière de Saint-Pétersbourg. Elle nous l'a indiqué et quand on s'en est approché, alors déjà je me suis rendu compte que c'était une tombe comme les autres, même cachée en fait, parce qu'il y a des buissons, qui ont été installés autour de la tombe pour que vraiment on la voit pas particulièrement. Elle est, dans une forêt parce que c'est le cimetière est dans une forêt et surtout il y a des caméras de surveillance qui ont été installées sur un arbre, au-dessus de la tombe. Et donc on s'est retrouvés un peu comme, 2 touristes, à 15 mètres de cette tombe, sans savoir si on avait le droit de s'en approcher, alors que c'est stupide parce que c'est vraiment qu'une tombe. Et on se demandait si la police allait arriver en courant si on s'approchait de la tombe. Donc la jeune femme russe, avec qui j'étais a décidé de ne pas s'en approcher. Moi je me suis dit: «Ça va, j'ai encore le droit de m'approcher d'une tombe», donc j'y suis allé, il s'est rien passé. Heu Tu as une accréditation pour le faire. oui, c'est ça, je me suis dit, c'est un peu débile comme raisonnement, mais je me suis dit: «Au pire, si on m'arrête, voilà, je fais un travail de journaliste, j'ai une accréditation, je m'intéresse aux racines, du cher président russe, du cher pour les Russes évidemment». Donc non, il s'est rien passé, mais déjà, j'ai trouvé cette situation très absurde d'avoir peur d'une tombe. Ensuite, j'ai trouvé ça intéressant de voir que c'était une tombe très banale et peu entretenue, et que finalement ça correspond, au reste en fait, un président russe qui cache son passé, qui est même pas loin et je pense que des fois il réécrit son passé, quand on regarde sa biographie sur le site internet, du Kremlin, il y a des petits changements, tous les 6 mois, il y a des petits trucs, qui relèvent plus, je pense, de la légende que de la réalité. Et donc voilà, finalement, c'est tout bête, mais la tombe de ses parents est à l'image du reste. Et
Oui, mais là, il y a cette histoire de gens qui ont écrit des lettres à des parents de Oui, en fait, les Poutine, c'est caméras ça? ont été installées parce qu'à 2 reprises, il y a 2 femmes, à quelques semaines d'intervalle qui ont, pris la tombe des parents de Vladimir Poutine comme une boîte aux lettres et qui ont déposé des lettres pour expliquer que alors pour la première, je crois que c'était la première, que leur fils fait des bêtises, qu'il suit pas les cours d'histoire et qu'il se bagarre dans la cour de récré. Et puis je crois que la deuxième lettre était un peu plus radicale en expliquant que leur fils était un délinquant et qu'il était à l'origine de beaucoup de morts. Et les services de sécurité russes, le FSB, ont déployé beaucoup d'efforts pour retrouver ces 2 criminels. Ils ont, notamment, fait des recherches avec l'ADN pour retrouver ces 2 femmes qui, par ailleurs, n'ont pas été énormément condamnées, hein. J'aurais imaginé qu'elles puissent finir en prison, mais je crois qu'elles ont fait quelques jours en prison et elles sont reparties avec une grosse amende. Mais depuis, il y a des caméras de surveillance qui surveillent cette tombe. Voilà, il y a les dialogues d'outre-tombe qui ont été organisés, donc évidemment qui n'étaient pas du Oui, tout c'est ça. appréciés par Vladimir Poutine. Voilà, ce lieu de cimetière, elle y revient encore une fois quand tu parles de enterrements qui t'intéressaient particulièrement. Tu t'es intéressé pendant une période par des enterrements militaires, or que tu décris qu'il était extrêmement difficile d'en trouver un pour se rendre, et finalement tu as quand même réussi à être présent dans un enterrement militaire. Raconte-nous comment est-ce que déjà c'est organisé? Parce que pendant la guerre, évidemment, la première chose qui est importante, qui est d'une manière très visible, évidemment, ce sont les enterrements. Donc du côté ukrainien, donc évidemment, c'est la première chose que tu remarques, les drapeaux jaunes et bleus, les allées de la gloire, voilà, tout ça, les lieux de mémoire, c'est malheureusement omniprésent parce qu'il y a évidemment beaucoup de victimes. Il y en a beaucoup plus même en Russie, mais pourtant, tu as rencontré un certain une certaine difficulté de voir de tes propres yeux à quoi ça ressemble. Raconte. Oui, parce que en fait, bah, vous voyez bien en Ukraine, les hommages sont incroyables à la hauteur en fait, de l'horreur. Moi, je vois les images qui viennent d'Ukraine régulièrement avec tous ces gens qui s'arrêtent au bord de la route, qui rendent hommage, à tous ces soldats. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ça, à mon avis, c'est important de le raconter, c'est qu'en Russie, on les cache, les morts, en fait. C'est peut-être évident, mais c'est pas rien, en fait. Ça dit aussi beaucoup de choses sur le pays. Alors, je sais pas, on n'en a pas honte, mais on les cache pour des questions politiques. Et ça fait qu'assister à un enterrement, c'est très compliqué parce que tous les médias régionaux n'annoncent pas les morts au combat, n'annoncent pas les enterrements. Et quand ils le font, c'est vraiment en dernière minute, très tard le soir, la veille de l'enterrement. Comme la Russie est un pays gigantesque, je ne peux pas aller partout dans le pays en quelques heures, donc ça peut que être quelque chose à proximité de Moscou. Et donc en tout, depuis le début de la guerre, j'ai réussi à assister à 3 enterrements de militaires, et c'était à chaque fois dans la région de Tver, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, mais plus près de Moscou. Et, euh, et en fait, bah, sur place, c'est encore compliqué parce que je peux pas dire qui je suis. Donc, les 3 enterrements, ça a donné lieu à des situations assez bizarres parce que, j'étais un peu le l'inconnu du village qui venait, participer à la cérémonie dans la maison de la culture, heu, Sans y être invité. sans y être invité, qui ensuite, montait dans le bus avec la famille pour aller, au cimetière, et la dernière fois que je l'ai fait, on s'est même arrêté à l'église avant, pour une cérémonie pendant 1 heure qui était assez, terrible pour moi parce que j'étais vraiment avec la famille et personne comprenait qui j'étais, c'était très bizarre. Puis j'étais le seul à pas avoir de bougie, enfin c'était absurde. Mais je me suis mis dans ces situations absurdes parce que je ne peux pas prévenir la famille, déjà parce que j'ai l'info en dernière minute que cet enterrement a lieu, et puis je peux pas aller les voir le jour de l'enterrement en leur disant: «Bah, je suis français, j'appartiens au pays qui donne des armes à l'Ukraine, et qui, donc est responsable de la mort de votre fils ou de votre mari». On me considérerait comme un ennemi, on appellerait la police, ce serait un drame le jour de l'enterrement, enfin voilà. Donc je ne peux pas faire ça. Donc je me suis contenté à chaque fois d'observer la situation. C'était très intéressant parce que on voit la façon d'un côté dont de tous ces morts sont cachés, et de l'autre, on voit comment l'État est présent le jour de l'enterrement. Alors l'État, donc il y a un responsable politique, un responsable religieux et un responsable militaire qui sont présents pour vraiment encadrer la douleur, s'assurer que cette douleur se transforme bien en héroïsation du défunt et pas au contraire en colère contre le pouvoir russe.
Donc c'est assez, fascinant à observer. Voilà, après, c'est comme tout en Russie quand on est journaliste étranger aujourd'hui, c'est très, très frustrant parce qu'on rêve de pouvoir parler avec tous ces gens, on rêve de pouvoir leur demander ce qu'ils pensent de cette guerre, on rêve de leur demander, en quel nom leur fils est mort au combat, dans un pays qui n'est pas le sien. Enfin voilà, je pense que tout le monde peut s'imaginer les questions qu'on rêverait de poser à ces gens-là, mais malheureusement, c'est pas possible dans la Russie d'aujourd'hui. Voilà, c'est possible d'observer de l'extérieur comment ça se passe d'une Mmh. manière, comme tu le décris dans ton livre, d'une manière un peu mécanique. Voilà, le discours officiel voilà, qui Oui, était. et Et d'ailleurs, si je peux me permettre de rajouter, comme j'ai assisté à 3 reprises à des enterrements, dans la région de Tver, j'ai pu constater que le discours prononcé par les militaires, à chaque fois, donc le discours des militaires, il est au moment de l'enterrement au cimetière, c'était à peu près le même à chaque fois avec juste le nom et le prénom qui changeaient, la date du décès et le lieu du décès. Généralement, ils donnent très peu d'informations sur les conditions du décès, de la personne d'ailleurs. Mais j'ai vraiment eu la sensation que c'est un même document qui a dû être envoyé à tous les élus et les militaires de la région en charge des enterrements et que finalement ils changent juste les noms et prénoms à chaque Voilà, enterrement. et après ils disent qu'on n'a pas le temps, donc il faut se dépêcher. Donc c'est ça aussi que tu décris, qu'il faut se Oui, oui, dépêcher c'est parce qu'il faut aller expéditif vite. en plus. Oui, oui, c'est expéditif. C'est à chaque fois, là, la dernière fois que j'y ai assisté, c'était en février dernier et on s'est retrouvé dans la maison de la culture. Alors déjà, à chaque fois, c'est étonnant comme lieu. Je sais pas si ça se passe comme ça en Ukraine aussi, mais je trouve que c'est un lieu un peu étonnant pour rendre hommage à un défunt parce que à chaque fois, il y a les petites filles qui viennent pour leurs cours de danse ou leurs cours de piano. Là, la dernière fois, il y avait carrément une boule à facettes au plafond au-dessus du cercueil, quoi. Et donc déjà, moi, je suis étonné que personne se remarque en fait ce genre de choses et se disent, c'est peut-être un peu bizarre d'avoir une boule à facettes au-dessus d'un cercueil. Et puis, je remarque à chaque fois aussi que les militaires sont très pressés, qu'ils n'ont pas envie d'y passer la journée. Et donc, il y a toujours un moment où, comme c'est le militaire qui organise l'ensemble de l'enterrement, en fait, il y a toujours un moment où il demande un peu aux gens d'accélérer parce qu'il n'a pas envie que ça dure toute la journée. Et puis, on a envie d'éviter les pleurs des gens aussi. Enfin, je veux pas exagérer là-dessus, mais j'ai les Russes ne sont pas des gens très comment dire, enfin, ce ne sont pas des gens qui s'expriment beaucoup quoi, au quotidien, pour dire ça comme ça. Dans les enterrements, je pense que c'est à peu près le seul endroit où j'ai vu des femmes hurler, euh, vraiment bah, de façon hystérique, de tristesse en fait. Et il y a toujours un homme pour venir leur demander de se taire, de se calmer. Et je ne sais pas si c'est un lien avec l'URSS. J'ai pas cette histoire-là personnelle-là, mais il y a vraiment un côté, faut pas faire de bruit quoi, tout le temps, et particulièrement le jour de l'enterrement. Et dire ça à une mère de famille ou une femme qui enterre son mari, pour moi, c'est étonnant, voire choquant, mais c'est très accepté en Oui, Russie. voilà. Un autre chapitre tout à fait passionnant de ton livre, il concerne, il concerne en fait le tout début en fait du règne de Vladimir Poutine, donc ces fameux attentat de Poutine, donc, et toute cette mythologie autour de ce qu'on appelle le sucre de Rasagne. Donc tout le monde est au courant de quoi voilà, il s'agit de ces des actes terroristes en fait d'explosion des immeubles de plusieurs étages tout au début d'arriver Vladimir Poutine au pouvoir. Mais ce qui est étonnant, c'est que toi, au lieu de te contenter d'avoir lu cette légende quelque part, tu te mets en route pour justement retrouver les lieux exacts où ça se passait et pour essayer de parler aux gens qui habitent aujourd'hui. Et donc, c'est-à-dire que comme si tu ne croyais pas dans les histoires qu'on t'a déjà racontées et qui sont connues, et tu te présentes dans les lieux pour savoir qu'est-ce que tu cherchais là-bas, Paul, et qu'est-ce que tu as découvert. Non, oui, c'est pas que j'y croyais pas, mais c'était presque plus, au contraire d'ailleurs, pour aller sur les lieux de la légende, en fait. Parce que j'en ai toujours entendu parler de cette histoire-là. Hem, pour être honnête, on peut toujours pas aujourd'hui affirmer à 100 que c'est le FSB. Donc, il y a eu une série d'attentats en Russie en 99, et ces attentats ont, ça c'est factuel, ils ont permis à Vladimir Poutine, dans une sorte de situation de terreur, de convaincre sa population, que la Russie avait un intérêt à entrer en guerre en Tchétchénie.
Et lui, ça lui a permis ensuite d'arriver au pouvoir, de se faire élire encore par la suite au pouvoir à la tête du Kremlin. Donc le soupçon est là, c'est est-ce que ces attentats ont été motivés par Vladimir Poutine ou est-ce que c'était vraiment des terroristes tchétchènes? Alors pour la totalité de ces attentats, c'était des terroristes tchétchènes, sachant que c'est aussi une période durant laquelle les FSB avaient des contacts avec certains de ces terroristes. Enfin, on peut très bien s'imaginer que le FSB n'a pas organisé les attentats, mais les a peut-être laissés faire aussi. Donc, plein de choses sont possibles. Mais pour Riazan, c'est intéressant parce que l'attentat n'a pas eu lieu. Il y a un voisin qui a trouvé des sacs dans la cave de son immeuble. Euh, et ce qui s'est passé, comme toujours en Russie, c'est que les premiers intervenants, les premiers policiers, les premiers secouristes ont fait leur travail de policiers et de secouristes. Et eux, ils ont déterminé que dans ces sacs, il y avait de l'explosif. Et c'est ensuite, dans les heures qui ont suivi, que le FSB a repris la communication en main, tout repris sous contrôle en expliquant que c'était un exercice et qu'en fait, ces sacs étaient remplis de sucre. Et pourquoi j'ai voulu parler de ça? C'est parce que quand il y a eu un attentat dans une salle de concert à Moscou en 2024, eh bien, en fait, je connaissais cette histoire, mais je ne savais pas que ça s'appelait le sucre de Riazan, en fait. Et les gens ont commencé à parler de ça suite à cet attentat. Et donc c'est passionnant parce que ça veut dire qu'un des réflexes de beaucoup de Russes, le jour où il y a un attentat islamiste dans leur capitale, c'est de se dire, mais c'est peut-être le pouvoir qui a organisé cet attentat pour des raisons politiques en fait. Et déjà, c'est pas rien, parce que je pense qu'il n'y a pas tant de pays dans le monde que ça, où une population va avoir le réflexe de se dire au lendemain d'un attentat, bah, c'est peut-être notre pouvoir, mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire, quoi. Donc déjà, ça, c'est assez fou. Et puis ensuite, oui, je voulais aller voir à quoi ça ressemblait sur place, parce que c'était pas inintéressant de voir que l'immeuble qui avait été choisi était un immeuble très fragile, en briques rouges, qu'il y aurait eu énormément de morts si cet attentat avait eu lieu. Et accessoirement, je me suis. Un truc qui m'a surpris, c'est que, bon, il y a encore la moitié de l'immeuble, à peu près, un peu moins de la moitié de l'immeuble, sont des gens qui ont vécu la chose en 99, donc qui vivaient déjà en 99. Et je me suis dit, bah, peut-être que l'État aurait pu avoir envie d'acheter leur silence, en fait, et par exemple en rénovant l'immeuble. Et j'ai été vraiment frappé de voir l'état de délabrement de cet immeuble, mais qui correspond à des milliers d'immeubles en Russie, mais finalement c'était un immeuble comme les autres, alors qu'en fait je m'étais imaginé un peu naïvement que l'État aurait pu tout refaire à l'époque pour vraiment dire aux gens, voilà, croyez en notre thèse, et puis les gens se seraient très certainement tués d'eux-mêmes, donc ça aurait marché. Voilà, ensuite, bah là, sur place, j'ai pas rencontré, c'était 25 ans après, euh, j'ai pas rencontré beaucoup de monde pour me parler de tout ça parce que les gens ont peur. Alors j'ai rencontré des gens qui m'ont fait des clins d'œil, des sourires pour en gros, sous-entendre que c'était très clair que c'était pas un exercice et qu'il y avait eu une manipulation du FSB cette nuit-là. Mais dans la Russie d'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment personne pour nous dire les choses clairement. Et d'ailleurs, cette journée s'est terminée alors ensuite avec un covoiturage un peu compliqué, mais c'est surtout terminé parce qu'une des voisines de cet immeuble a menacé d'appeler la police et j'avais pas envie de finir au commissariat ce jour-là, donc j'ai arrêté mon reportage. Oui, donc c'est hallucinant ce chapitre. Et donc, Mm. une chose, qu'on ne s'attend pas du tout en fait de retrouver dans un livre, sur la Russie d'aujourd'hui, c'est un chapitre sur les chamans. Voilà, tout un chapitre que tu consacres à ces personnages-là qui sont, je suis absolument convaincue, absolument ignorés en fait par le public français, qui sont ces chamans-là. Pourquoi ils jouent un rôle aussi important en Russie? Tu en as visité quelques-uns à l'est, mais après cette chamane urbaine aussi que tu décris dans les pages de ton livre, explique-nous qui sont-ils? Ils ne sont pas des prêtres, mais qui sont-ils et pourquoi? D'ailleurs, nous savons tous que Poutine, il a très peur en fait de chamans, mais d'autre part, il a beaucoup de croyances dans toute cette, on dirait comment, magie noire en fait. Voilà, qu'est-ce que ça représente? Oui, en fait, bah, c'est pareil. En fait, dans ce livre, il y a beaucoup d'histoires un peu, alors presque insolites, mais qui ont pour objectif de raconter des choses sur la Russie d'aujourd'hui quand même. Et comme j'ai effectivement été amené à rencontrer quelques chamans dans mes voyages durant toutes ces années en Extrême-Orient, en Sibérie, euh, au dernier moment, donc c'était l'été dernier, je crois,
j'ai, je me suis dit: «Ah mais zut, c'est dommage pour mon livre, ça aurait été chouette d'aller rencontrer une chamane parce que, pardon, parce que, je suis sûr que, un chaman a des choses à dire sur la situation d'aujourd'hui». Bon, j'ai tapé sur internet, enfin j'ai fait mes recherches sur internet. J'ai découvert que le chef des chamans de Russie avait fait des déclarations pro-guerre, donc et pro-Poutine. Donc je me suis dit: «Bon, OK, sans grande surprise, je pense que quel que soit le chaman que je rencontre, je vais, avoir le droit à des discours plutôt pro-Poutine, pro-guerre, je vais rien avoir d'original». Et là, comme j'étais à Saint-Pétersbourg, je me suis dit, découvert qu'il y avait plein de chamans à Saint-Pétersbourg. Et pour le coup, j'étais vraiment curieux de voir à quoi ça ressemblait parce que mes expériences précédentes, on était vraiment dans la toundra, avec un feu, avec des rennes, plein de gens en costume. Enfin, c'était un peu folklorique, quoi. Et là, à Saint-Pétersbourg, dans un immeuble soviétique très classique, je me suis demandé à quoi il ressemblait. Et, bah, c'était très décevant puisque du coup, elle était tout à fait normale. Son appartement n'était même pas particulièrement décoré. Il y avait pas d'encens, il y avait pas de peau d'ours, ce genre de choses. Et en fait, ça ressemble alors pour être honnête, hein, je pense que, une grande partie de ces chamans sont des charlatans qui, pour certains, font payer leurs consultations. Ce sont comme des psys, en fait, mais des psys qui n'ont pas de formation. Donc je pense qu'on peut parler d'arnaque dans ce cas-là. Mais j'ai découvert déjà un phénomène, c'est que, heu, je sais qu'en Ukraine, les soldats, la société a fait beaucoup de chemin là-dessus, mais en Russie, les hommes considèrent que d'aller chez le psychologue, c'est quelque chose, qui n'est pas viril, qui n'est pas destiné aux hommes. Et donc j'ai découvert que pour eux, ça paraissait un peu plus viril peut-être, en tout cas, ça paraissait OK d'aller chez un chaman. Et donc j'ai découvert que cette chamane était amenée à rencontrer des soldats qui rentraient du front parfois. Donc encore une fois, frustration, elle n'a pas voulu me raconter ce qu'on lui racontait, mais je trouve que ça dit quelque chose de cette société aussi. Et à propos de Poutine et des chamans, en fait, c'est aussi parce qu'il y a énormément de rumeurs, là-dessus. Alors je pense que ça relève du fantasme, ces histoires d'un Poutine qui irait en Sibérie, boire du sang de renne ou je ne sais quoi, ce genre de choses, pour rester jeune, pour toujours. Et en même temps, on sait que rester jeune est un vrai objectif qu'il a. On sait qu'il a une fille qui travaille sur ce sujet-là, qui essaie de trouver des traitements pour lui permettre de vivre le plus longtemps possible. Donc ces histoires de chamans sont certainement des légendes et en même temps, il y a un côté ésotérique qui semble réellement parler à Vladimir Poutine. Et dans ce livre, je raconte notamment l'histoire d'un chaman qui a traversé, qui a tenté, en tout cas à 2 reprises, de traverser toute la Russie, parce que son objectif, c'était de venir à Moscou exorciser Vladimir Poutine. Et il y a eu un tel déploiement de répression, de stratégie contre ce pauvre homme qui était un petit peu un fou, pour être honnête, c'était un peu le fou de la région, puisque sa dernière arrestation, il était à cheval, il a tenté de se battre avec une épée contre des policiers russes, donc ça dit quand même quelque chose du personnage. Et pourtant, au Kremlin, on a pris cette histoire très au sérieux et on a combattu ce chaman, quoi. Et tout ça se faisait écho dans ma tête et puis je me suis rappelé qu'une des stars en Russie, de la guerre, que la Russie mène en Ukraine, c'est un chanteur qui s'appelle Shaman, qui fait des chansons patriotiques, néofascistes un peu même, en honneur à Vladimir Poutine et à la guerre et à la religion. Donc, à mon avis, enfin, voilà, je me suis dit que tout ça avait un lien et avait du sens dans la Russie d'aujourd'hui. Et comme je sais aussi que Vladimir Poutine, enfin, j'ai l'impression de comprendre que Vladimir Poutine se donne vraiment une sorte de destin supérieur, de destin presque religieux. Ça ne m'étonnerait pas que les chamans, ce soit quelque chose qui lui parle et qui puisse l'inquiéter ou le rassurer, quoi. Et une autre chose, et ça sera sans doute, la dernière question, ma dernière question à toi, Paul. Quand on lit tes pages, on a souvent l'impression de voir cette impasse dans laquelle se trouve la société russe. Comme par exemple, quand tu décris dans le chapitre, l'occupant malgré lui,
l'histoire d'un homme militaire. Tu racontes cette histoire parce que tu avais communiqué avec sa sœur. C'est un militaire qui n'a jamais voulu combattre, qui était déjà choisi sa carrière militaire parce qu'il n'avait pas d'autre choix, parce qu'il n'y avait pas d'autre perspective. Après, il ne comprenait pas du tout qu'il se retrouve voilà, en Ukraine, etc., etc. Et cetera. Et donc, il est quand même dû, donc il n'avait pas d'autre choix, donc il était dans une impasse, donc il devait se combattre. Après, il était quand même tué dans cette guerre, etc. Et donc, dans d'autres épisodes aussi, donc cette impression que toute flamme de liberté, toute tentative de changer le cours de choses, elle est condamnée. Est-ce que mon impression est correcte? Et quelle serait ton évaluation globale en fait de l'état d'esprit? Parce que tu écris dans les dernières pages de ton livre que voilà que la population russe consomme beaucoup d'antidépresseurs Mmh. et de plus en plus d'ailleurs. Oui, bon, pour être honnête, je pense que je quitte la Russie avec que du pessimisme à apporter sur cette question-là. Mais par contre, je suis quand même convaincu de quelque chose, c'est que la population en a ras-le-bol, que la population est fatiguée de la guerre, me cite Vladimir Poutine, et je suis aussi convaincu que cette situation, l'ensemble de cette situation, va finir par exploser au nez de Vladimir Poutine. Et sincèrement, je crois de plus en plus que ça va lui exploser au nez avant sa mort, quoi. Que il va pas mourir tranquillement. C'est vraiment quelque chose en quoi je crois aujourd'hui. Pour autant, alors parmi toutes les choses inquiétantes qu'il y a en Russie, il y a le fait qu'on éduque les enfants désormais à la guerre dès le plus jeune âge, mais ça veut dire que il y a des enfants qui aujourd'hui ont, je sais pas, 9 ans, qui dans 10 ans ou même 9 ans seront en capacité d'être envoyés à la guerre et qui auront grandi dans une société encore plus militarisée que leurs parents, alors que la société était déjà très militarisée, avec une radicalité encore plus forte, avec une histoire mais totalement réécrite. Ils grandissent dans un monde complètement parallèle qui correspond à aucune réalité sur la Russie, aucune réalité sur l'Ukraine, aucune réalité sur l'Europe. Et donc ça, je trouve ça très inquiétant parce que je me rends compte qu'on peut vraiment manipuler tout un peuple, le transformer en permanence, le radicaliser, le faire vivre dans une bulle. Là, c'est très intéressant. En ce moment, il y a plein de coupures d'Internet en Russie et les gens sont furieux, vraiment, sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai rarement vu la population aussi furieuse. Les gens se comparent tous à la Corée du Nord. C'est leur crainte la plus importante, quoi, de vivre comme la Corée du Nord. Et en même temps, on voit des gens qui commentent à chaque fois en disant oui, mais en Corée du Nord, c'est quand même mieux que ce qu'on dit. La vie est pas si horrible. Vous critiquez, mais vous y êtes jamais allé. Enfin, voilà. Donc en fait, on voit comment ça peut déraper. On voit comment ça peut tout ce qui met les gens en colère aujourd'hui peut finir par être accepté par ces mêmes personnes. C'est qu'une question de temps en fait. Et tout ça, c'est vraiment mon côté très pessimiste sur les choses parce que l'Ukraine fait le travail pour deux personnes, quoi. L'Ukraine fait le travail pour l'Ukraine et pour les Européens. L'Ukraine fait ce qu'elle peut. Les Européens font, je ne sais pas s'ils font ce qu'ils peuvent, mais je trouve en tout cas qu'ils font pas grand-chose. Mais en face, en fait, ça évolue très rapidement, quoi. Côté russe, il y a une industrie militaire qui tourne à fond. Il y a une population transformée, radicalisée. Et je me pose même la question de savoir si les élites russes qui étaient mais totalement contre la guerre au début, ça j'en suis convaincu. Certains l'ont même pas vraiment caché d'ailleurs à l'époque. Je commence à me dire que cette élite russe est en train de s'habituer à cette situation et que tant que leur vie est pas pire que celle qu'ils ont maintenant, bah peut-être qu'ils pourront accepter que la guerre continue ou qu'il y ait d'autres attaques sur d'autres pays que l'Ukraine à l'avenir. Donc non, ça c'est plutôt inquiétant. Et en même temps, vraiment, quand on voit, en fait, la base de ce conflit, il faut vraiment enfin, faut vraiment le comprendre. Je dis ça à une Ukrainienne qui est la première à avoir compris tout ça, mais je veux dire, il faut vraiment le comprendre pour les Russes. C'est que ce conflit n'a aucun sens, quoi. Et même pour les Russes, au fond d'eux, je suis vraiment convaincu qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui, en fait, et que même plein de ces gens qui soutiennent cette guerre le font parce qu'on leur demande de le faire, parce qu'il y a un réflexe patriotique, parce qu'on leur dit que c'est existentiel, donc ils ont peur
donc ils le font. Mais au fond, personne ne comprend ce qui se passe. Et quand derrière, il y a de l'inflation, qu'on les coupe du monde, que tout devient plus compliqué dans leur vie quotidienne, moi, je ne peux que imaginer que tout ça va exploser au visage de Vladimir Poutine. La seule chose dont j'ai peur, c'est que ça prenne encore beaucoup de temps avant que ça arrive. Et comme l'Ukraine n'a pas beaucoup de temps, et les Européens, d'ailleurs, seront très vite dépassés si eux aussi sont attaqués un jour, voilà, ça, c'est plus ça qui m'inquiète, quoi. Merci beaucoup, Paul, pour cet entretien et pour ton livre qui ouvre les yeux à pas mal des Français et puis des Européens et des Ukrainiens aussi sur le peu qu'on sait aujourd'hui sur la Russie d'aujourd'hui. C'est essentiel d'être là et puis d'avoir décrit ce qu'on t'a fait avec beaucoup d'humour dans ton livre très intelligent, très honnête et très drôle aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis accompagnée par Paul Gogo, journaliste et écrivain, auteur de l'ouvrage Moscou Parano, la Russie de Poutine mise à nu. Paul a travaillé sur le terrain russe pendant 9 ans. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.